Le propriétaire de plantation a épousé son esclave cuisinière grosse par Paris. Scandale au sud, Ganchot initial. En 1793, dans les registres paroissiaux de Saint-Christophe, une petite ville portuaire des Antilles françaises, figure l'un des mariages les plus scandaleux jamais consignés dans l'histoire coloniale. Celui d'Antoine de Malvoisin, riche planteur de sucre, avec Rosette, son esclave cuisinière. Ce qui sembla à l'époque une excentricité de colon dégénéré, cache en réalité l'une des vengeances les plus sophistiquées et cruelles jamais orchestrées dans les îles. Une histoire où l'avarice, la trahison et la soif de justice se mêlent dans un ballet macabre qui hantera les mémoires pendant des générations. CTA, No 1. Intégré naturellement. Si cette introduction vous a donné des frissons, abonnez-vous à notre chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville vous nous écoutez. Car cette histoire pourrait bien résonner avec les secrets enfouis de votre propre région. Mais d'abord, plongeons ensemble dans les méandres sombres de cette affaire extraordinaire. Contextualisation historique et géographique. Saint-Christophe, en cette fin du XVIIIe siècle, était l'une des perles de l'empire colonial français. Ces plantations de canne à sucre généraient des fortunes colossales pour une poignée de familles établies depuis plusieurs générations. La société créole y avait développé ses propres codes, ses propres lois tacites, loin du regard métropolitain. Les grands propriétaires régnaient en maîtres absolus sur leur domaine, dirigeant d'une main de fer des centaines d'esclaves dans un système économique d'une brutalité sans nom. La plantation Bel-Air, située dans les hauteurs verdoyantes de l'île, s'étendait sur plus de 800 hectares. Ces champs de canne ondulaient sous le vent des alizés, ponctués par l'imposante maison de maître, une bâtisse de pierre blanche aux volets verts, entourée de vérandas où flottaient les parfums du frangipanier et du jasmin. Mais derrière cette façade idyllique se cachaient les véritables rouages de l'exploitation. Les cases des esclaves, alignées comme des tombes dans la partie basse de la propriété, l'infirmerie où l'on soignait à la va-vite la main-d'œuvre abîmée, et surtout les bureaux où se négociaient les affaires les plus sombres des Antilles. Antoine de Malvoisin était arrivé dans l'île 20 ans plus tôt, héritier d'une famille de petite noblesse normande ruinée par les guerres européennes. Bel homme aux traits fins, aux cheveux poudrés toujours impeccables malgré la chaleur tropicale, il avait su rapidement s'imposer dans la société coloniale par son intelligence, son charme et sa totale absence de scrupules. En 2 décennies, il avait transformé une modeste propriété héritée d'un oncle en l'une des plantations les plus prospères de l'archipel. Mais sa richesse ne provenait pas uniquement du sucre. Dans les années 1770, Malvoisin s'était associé avec 2 autres colons pour développer un commerce parallèle, l'importation clandestine d'esclaves africains. Cette activité, officiellement réglementée par la Compagnie des Indes occidentales, générait en réalité des profits bien plus importants que l'agriculture traditionnelle. Les 3 hommes avaient créé un réseau sophistiqué, utilisant de petites embarcations pour récupérer des cargaisons directement auprès des négriers avant leur arrivée officielle dans les ports. Ils revendaient ensuite ces esclaves fantômes aux planteurs, évitant ainsi les taxes et les contrôles de l'administration coloniale. Les associés de Malvoisin étaient Jacques Monclerc, fils d'une ancienne famille de Saint-Domingue, et Pierre Dufresne, commerçant marseillais établi aux Antilles depuis une quinzaine d'années. Tous 3 partageaient la même vision pragmatique des affaires, maximiser les profits sans se préoccuper des considérations morales ou légales. Leur entente fonctionnait parfaitement jusqu'au jour où l'appât du gain transforma Malvoisin en assassin. Le fiat sombre initial. Le 15 octobre 1775, une nuit sans lune où les grillons semblaient s'être tus dans l'air moite des tropiques, Antoine de Malvoisin commit l'acte qui allait sceller son destin. Cette nuit-là, il accueillit dans sa plantation ses 2 associés pour la répartition des bénéfices de leur dernière opération. L'écoulement de 43 esclaves, directement achetés à un capitaine négrier portugais dans une crique isolée de la côte nord.
L'affaire avait été particulièrement lucrative. Le total des ventes dépassait les 150 000 livres, une fortune considérable pour l'époque. Selon leur accord habituel, chacun devait recevoir sa part égale après déduction des frais d'opération. Mais Malvoisin avait d'autres projets. Depuis plusieurs mois, il convoitait les terres de Montclair, magnifiquement situées en bordure de mer, et rêvait d'acquérir la maison de commerce de Dufresne à Fort-Royal. Cette somme, s'il la gardait entièrement pour lui permettrait de réaliser ses acquisitions et de devenir l'homme le plus puissant de l'île. La réunion se tenait dans le bureau de Malvoisin, une pièce lambrissée d'acajou où trônait une imposante table en bois de rose et plusieurs coffres renforcés de fer. Les trois hommes avaient partagé un excellent dîner, arrosé de rhum vieux et de vin de Bordeaux. L'atmosphère était détendue, presque festive. Montclair et Dufresne plaisantaient sur leurs prochaines acquisitions, évoquant avec cynisme le sort des esclaves qu'ils venaient de vendre comme s'il s'agissait de bétail. Vers minuit, alors que ses associés comptaient les pièces d'or et les billets de banque étalés sur la table, Malvoisin se leva discrètement et se dirigea vers l'armurerie où il conservait une collection d'armes à feu. Il revint avec un pistolet à double canon, déjà armé. Sans un mot, sans la moindre hésitation, il tira dans la nuque de Montclair, qui s'effondra instantanément, le visage dans les liasses de billets. Dufresne eut à peine le temps de comprendre ce qui se passait. Malvoisin rechargea son arme avec une précision mécanique et logea une balle dans le cœur du Marseillais. Le silence qui suivit était assourdissant. Seul le tic-tac de l'horloge comtoise rythmait l'air saturé de fumée de poudre et d'odeur métallique du sang. Malvoisin contempla les corps de ses anciens associés avec un détachement glacial, comme s'il observait les résultats d'une transaction commerciale particulièrement réussie. Il ramassa méthodiquement l'argent souillé, nettoya les traces de sang et entreprit de faire disparaître les cadavres. Cette nuit-là, dans les champs de canne de Bel-Air, 2 hommes furent enterrés dans des fosses anonymes, leurs corps recouverts de chaux vive pour accélérer la décomposition. Malvoisin avait tout prévu. Il répandrait le bruit que ses associés avaient quitté l'île précipitamment à la suite de dettes de jeu, emportant leur part des bénéfices. Personne ne songerait à les rechercher dans sa propriété. Personne ne s'interrogerait sur leur disparition soudaine. Mais Malvoisin avait commis une erreur fatale. Il avait sous-estimé l'attachement des familles à leurs membres, même quand ces derniers menaient une existence dissolue aux colonies. Et surtout, il avait négligé un détail crucial. Montclair et Dufresne avaient chacun des enfants en métropole. Des héritiers qui grandraient en se posant des questions sur la mort mystérieuse de leur père. Sombre du passé. Les années qui suivirent le double meurtre furent les plus prospères de la vie d'Antoine de Malvoisin. Libéré de la nécessité de partager ses profits illégaux, il put développer son empire avec une ampleur inégalée. Il acquit effectivement les terres de Montclair, officiellement vendues par un mystérieux mandataire qui prétendait représenter le colon expatrié. La maison de commerce de Dufresne fut également rachetée, dans des conditions tout aussi nébuleuses. En quelques années, Malvoisin contrôlait près du quart de l'économie sucrière de Saint-Christophe. Sa maison de maître fut agrandie et embellie. Il épousa Marie-Antoinette de Bellecour, fille d'un gouverneur colonial, et s'intégra parfaitement dans la haute société créole. Les réceptions à Bel-Air devinrent légendaires. On y accueillait les personnalités les plus influentes de l'archipel, les capitaines de marine, les administrateurs royaux, les riches négociants de passage. Malvoisin était devenu l'archétype du parfait gentilhomme colonial, respecté pour sa réussite, admiré pour son raffinement, craint pour son influence politique et économique. Mais pendant que le maître de Bel-Air savourait sa fortune mal acquise, loin de là, dans les salons parisiens et les comptoirs marseillais, grandissaient 3 enfants qui porteraient un jour le poids de la vengeance. Édouard Montclair, fils de Jacques, n'avait que 12 ans quand son père disparut mystérieusement aux Antilles. Élevé par sa mère dans l'amertume du veuvage prématuré, il développa très tôt une obsession, comprendre ce qui était réellement arrivé à son père.
Ses recherches le menèrent vers les cercles financiers, où il apprit l'art de la manipulation des capitaux et des créances. Simultaneously, à Marseille, les jumeaux Dufresne, Antoine et Philippe, grandissaient dans le commerce familial que leur oncle avait repris après la disparition de Pierre. Ils héritèrent non seulement de l'entreprise, mais aussi d'une correspondance troublante. Les dernières lettres de leur père évoquaient des associés peu recommandables et des affaires qui tournaient mal. Ces indices fragmentaires alimentèrent leur détermination à découvrir la vérité sur la mort de leur père. Le destin voulut que les trois jeunes hommes se rencontrent en 1786, lors d'une réunion d'affaires dans un salon parisien. Édouard Monclerc, devenu entre-temps un financier respecté, reconnut immédiatement les noms des jumeaux. Une conversation prudente révéla leurs soupçons communs concernant Antoine de Malvoisin. Cette rencontre marqua le début d'une alliance qui allait s'avérer plus redoutable que tous les complots politiques de l'époque. Les trois hommes décidèrent de mener leur propre enquête sur les activités de Malvoisin. Ils engagèrent discrètement des informateurs aux Antilles, corrompus des fonctionnaires coloniaux, interrogèrent d'anciens marins ayant fréquenté Saint-Christophe. Peu à peu, ils reconstituèrent le puzzle des activités illégales de leur père et de leur association avec Malvoisin. Mais il manquait encore de preuves formelles concernant le meurtre. La vérité leur apparut finalement grâce à un témoignage inattendu. En 1788, un ancien esclave de Bel-Air, affranchi et établi à Fort-de-France, contacta leurs émissaires. Cet homme, prénommé Toussaint, avait été témoin indirect des événements de cette nuit d'octobre 1775. Chargé de nettoyer le bureau de son maître le lendemain matin, il avait remarqué les traces de sang mal effacées sur le plancher et les meubles. Plus troublant encore, il avait vu Malvoisin creuser dans les champs en pleine nuit, aidé de deux autres esclaves qui avaient mystérieusement disparu peu après. Ce témoignage confirma les soupçons des trois vengeurs. Mais ils comprirent également qu'une confrontation directe avec Malvoisin serait impossible. L'homme était trop puissant, trop bien protégé par ses relations et sa fortune. Il fallait concevoir une vengeance plus subtile, plus cruelle, qui non seulement le punirait pour ses crimes, mais le ferait souffrir exactement comme il avait fait souffrir leur famille. C'est alors qu'Édouard Monclerc eut l'idée diabolique qui allait transformer leur soif de justice en chef-d'œuvre de manipulation psychologique. Développement du mystère. Le plan conçu par les trois vengeurs était d'une sophistication remarquable. Plutôt que de chercher à tuer Malvoisin rapidement, ils décidèrent de le détruire lentement, méthodiquement, en s'attaquant aux trois piliers de son existence: sa fortune, sa réputation sociale et finalement, sa vie. Chacun des trois hommes apporterait ses compétences spécifiques à cette œuvre de destruction programmée. Édouard Monclerc, expert en finance, se chargea du volet économique. Il commença par étudier minutieusement la situation financière de Malvoisin, identifiant ses sources de revenus, ses investissements, ses habitudes de dépenses. Le planteur, malgré sa richesse apparente, présentait une faiblesse majeure: une passion dévorante pour les jeux d'argent. Chaque fois qu'il se rendait à Fort-Royal ou à la Pointe-à-Pitre pour ses affaires, Malvoisin fréquentait assidûment les salons de jeux clandestins où se retrouvaient les colons fortunés. Monclerc mit en place un réseau complexe de complices, des tenanciers de tripots, des joueurs professionnels, des usuriers peu scrupuleux. L'objectif était de créer une spirale de dette qui étranglerait progressivement Malvoisin. Pour cela, il fallait d'abord lui donner l'illusion de gains faciles, puis l'entraîner dans des paris de plus en plus importants, jusqu'à ce qu'il hypothèque ses biens pour continuer à jouer. Les jumeaux Dufresne, héritiers d'un empire commercial, s'occupèrent quant à eux de saboter les activités économiques légales de Malvoisin. Ils utilisèrent leur réseau de correspondants pour perturber ses exportations de sucre, navires accidentellement retardés dans les ports, cargaisons égarées par des transitaires corrompus, clients détournés par des offres plus avantageuses. Simultanément, ils firent monter artificiellement les prix des fournitures dont dépendait Bel-Air: outils, tissus pour les esclaves, médicaments,
produits alimentaires importés. Cette double pression, perte au jeu d'un côté, difficulté commerciale de l'autre, commença à produire ses effets dès 1789. Malvoisin, habitué à une prospérité sans effort, ne comprit pas immédiatement ce qui lui arrivait. Il attribua ses revers à une série de malchances temporaires et puisa dans ses réserves pour maintenir son train de vie. Cette réaction était exactement celle qu'espéraient ses ennemis invisibles. Pendant cette première phase de leur vengeance, les 3 conspirateurs firent également installer à Saint-Christophe un agent discret chargé d'observer Malvoisin et de recueillir des informations sur sa vie privée. Cet homme, qui se faisait passer pour un négociant en épices de passage, découvrit un détail qui allait s'avérer crucial pour la suite du plan. Le caractère particulier de Rosette, la cuisinière esclave de Bel-Air. Rosette était une femme d'une 40aine d'années, arrivée dans l'île 20 ans plus tôt directement d'Afrique occidentale. Contrairement à la plupart des esclaves domestiques, qui adoptèrent généralement une attitude soumise pour éviter les punitions, elle avait conservé un tempérament indomptable qui exaspérait régulièrement son maître. Corpulente, au regard fier et à la langue bien pendue, elle ne craignait pas d'exprimer son mépris pour Malvoisin et ses invités. Sa cuisine était réputée excellente, ce qui expliquait que le planteur tolérait ses impertinences, mais leur relation était faite de conflits permanents et d'humiliations réciproques. Plus intéressant encore pour les vengeurs, Rosette détestait profondément son maître. Elle avait été témoin de nombreux épisodes de violence, avait vu Malvoisin faire fouetter des esclaves pour des fautes mineures, avait assisté à ses colères terribles quand ses affaires tournaient mal. Cette haine viscérale en faisait une alliée potentielle, à condition de savoir l'approcher correctement. En 1791, la situation financière de Malvoisin était devenue critique. Ses dettes de jeu atteignaient des sommes considérables, et ses créanciers, manipulés en sous-main par Montclair, commençaient à réclamer leur dû avec insistance. Simultanément, les difficultés de Bel-Air s'aggravaient. Plusieurs récoltes avaient été détruites par des accidents suspects. Des esclaves tombaient mystérieusement malades après avoir consommé de la nourriture avariée, fournie par des marchands complices des Dufresne. C'est à ce moment que les 3 vengeurs décidèrent de passer à la phase suivante de leur plan. Il était temps d'humilier publiquement Malvoisin de la manière la plus dégradante possible, tout en préparant sa destruction physique finale. Augmentation de la tension. L'automne 1792 marqua l'entrée de la vengeance dans sa phase la plus cruelle. Antoine de Malvoisin, confronté à des demandes de remboursement de plus en plus pressantes, commit l'erreur fatale que ses ennemis avaient patiemment préparée. Il accepta de participer à une partie de cartes aux enjeux colossaux, organisée dans un salon privé de Fort-Royal. Cette soirée avait été soigneusement orchestrée par Édouard Montclair. Les participants étaient tous des complices ou des naïfs manipulés. Un riche armateur de Bordeaux en voyage d'affaires, 2 planteurs endettés prêts à tout pour reflouer leurs finances, et un mystérieux personnage se présentant comme un banquier londonien. Malvoisin, aveuglé par ses difficultés financières et par l'espoir de résoudre tous ses problèmes en une soirée, misa l'intégralité de sa plantation sur une main qu'il croyait gagnante. Le piège se referma avec une précision chirurgicale. Les cartes avaient été marquées, la partie truquée dans les moindres détails. En quelques heures, Malvoisin perdit tout. Bel-Air, ses esclaves, ses meubles, ses bijoux, jusqu'à ses vêtements de qualité. Il se retrouva nu, ruiné, déshonoré, face à des créanciers qui réclamaient immédiatement leur dû. Mais le coup de grâce était encore à venir. Le prétendu banquier londonien, qui n'était autre qu'Antoine Dufresne déguisé, proposa à Malvoisin une alternative à la prison pour dette ou à l'exécution sommaire. Un pari ultime, d'une nature si humiliante qu'elle dépassait l'entendement. Si Malvoisin acceptait d'épouser publiquement Rosette, sa cuisinière esclave, et de vivre maritalement avec elle pendant 1 an, ses dettes seraient considérées comme effacées et il pourrait conserver une petite parcelle de son ancien domaine pour subvenir à ses besoins.
La proposition était si grotesque que Malvoisin éclata d'abord de rire, pensant à une plaisanterie de mauvais goût. Mais les visages impassibles de ses interlocuteurs le détrompèrent rapidement. Ces hommes parlaient sérieusement. L'alternative était simple, épouser son esclave ou mourir dans l'heure. Pendant que Malvoisin pesait cette décision impossible, les vengeurs avaient déjà pris contact avec Rosette. Ils lui avaient révélé une partie de la vérité sur les crimes de son maître, suffisamment pour attiser sa haine naturelle, et lui avaient proposé un marché. Jouer le rôle de l'épouse pendant quelques mois, en échange de sa liberté définitive et d'une somme d'argent qui lui permettrait de s'établir dignement où elle le souhaiterait. Mais il lui cachait évidemment la véritable fin du plan, l'empoisonnement progressif de Malvoisin. Rosette accepta sans hésiter. L'idée d'humilier l'homme qui l'avait maltraité pendant des années lui procurait une satisfaction intense. Elle ignorait qu'elle deviendrait bientôt l'instrument involontaire d'un meurtre. Le mariage eut lieu le 28 novembre 1792 dans l'église de Saint-Christophe, devant une assemblée médusée. Jamais dans l'histoire des Antilles françaises, on n'avait assisté à un spectacle aussi scandaleux. Un planteur blanc, descendant de la petite noblesse normande, épousant son esclave noir devant l'autel, sous les regards ébahis des notables coloniaux. Le curé lui-même, le père Augustin, avait d'abord refusé de célébrer cette union qu'il jugeait contraire aux lois divines et humaines. Mais une lettre officielle du gouverneur colonial, également achetée par les vengeurs, l'avait contraint à procéder à la cérémonie. Le prêtre s'exécuta donc, la mort dans l'âme, prononçant les formules sacrées d'une voix blanche, tandis que l'assistance murmurait et gloussait. Malvoisin, vêtu de ses plus beaux habits, mais le visage livide, récita ses vœux comme un condamné récite ses dernières prières. Rosette, parée d'une robe de mariée grotesquement inappropriée à sa corpulence, arborait un sourire triomphant qui glaçait le sang. Elle savourait chaque seconde de cette revanche inespérée contre l'homme qui l'avait humiliée pendant tant d'années. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans toute l'île, puis dans l'archipel, puis jusqu'en métropole. Les gazettes relatèrent l'événement avec un mélange de fascination et de dégoût. Antoine de Malvoisin était devenu la risée des colonies françaises, l'exemple parfait de la déchéance d'un colon qui avait perdu la raison. Mais cette humiliation publique n'était que le commencement de son calvaire. Climax, expansion du climax et de la résolution. Climax, version étendue. Les premiers mois de ce mariage monstrueux dépassèrent en horreur tout ce que les vengeurs avaient pu imaginer. Malvoisin et Rosette furent installés dans une petite case en périphérie de l'ancienne plantation Bel Air, désormais propriété de leurs créanciers. Cette habitation jadis réservée aux esclaves consistait en 2 pièces exiguës aux murs de torchis et aux toits de paille, meublées sommairement d'un lit de sangle, d'une table bancale et de quelques tabourets. L'ancien maître de centaines d'esclaves se retrouvait ainsi contraint de partager l'intimité forcée d'une femme qu'il méprisait profondément, dans des conditions de vie qu'il avait toujours considérées comme indignes d'un animal domestique. Rosette, de son côté, prenait un malin plaisir à transformer chaque instant de cette cohabitation en supplice psychologique pour son époux. Elle se levait avant l'aube, en chantonnant des chansons africaines que Malvoisin détestait, préparait délibérément une nourriture trop épicée pour son palais européen, et l'obligeait à partager les tâches ménagères les plus dégradantes. Quand il protestait, elle lui rappelait avec un rire gras qu'ils étaient désormais mari et femme, unis devant Dieu et devant les hommes, et que la soumission conjugale était réciproque. Mais le pire pour Malvoisin était sans doute l'attitude de ses anciens pères. Les familles créoles qui l'avaient jadis accueilli avec déférence le traitaient désormais comme un pestiféré. Quand il osait se présenter aux réceptions ou aux offices religieux, on l'ignorait ostensiblement, on chuchotait sur son passage, on ricanait derrière les éventails. Sa femme blanche, Marie-Antoinette de Bellecour, avait obtenu l'annulation de leur mariage et était repartie en France avec leurs enfants, emportant le peu de bijoux qui avaient échappé aux créanciers.
Cette déchéance sociale était exactement ce qu'avaient prévu les trois vengeurs. Ils voulaient que Malvoisin comprenne ce que signifiait la perte de dignité, l'effacement social, la mort symbolique d'un homme encore vivant. Mais ils n'entendaient pas s'arrêter là. 3 mois après le mariage, Philippe Dufresne rendit visite à Rosette sous prétexte d'une inspection des anciens biens de Malvoisin. Il profita de l'absence de ce dernier, parti mendier du travail dans une plantation voisine, pour révéler à la cuisinière le véritable but de leur plan. Il lui expliqua que son mari était un assassin, qu'il avait tué froidement leur père pour s'emparer de leur fortune, et qu'il méritait de subir la même mort lente et douloureuse qu'il avait infligée à ses victimes. Philippe sortit alors de sa sacoche un petit flacon de verre sombre contenant une poudre blanchâtre. Ce poison, extrait de certaines plantes tropicales et préparé par un apothicaire complice, provoquait une dégénérescence progressive des organes internes. Administré à petite dose dans la nourriture, il causait d'abord des troubles digestifs bénins, puis des douleurs de plus en plus intenses, une faiblesse générale, des hémorragies internes, et finalement la mort dans d'atroces souffrances, au terme de plusieurs mois d'agonie. Philippe montra à Rosette comment doser le produit, quelques grains seulement dans chaque repas, et lui promit qu'une fois Malvoisin mort, elle serait libre de quitter l'île avec suffisamment d'argent pour s'établir confortablement où elle le souhaiterait. Il lui fit également comprendre que si elle refusait de coopérer, elle connaîtrait le même sort que son époux. Rosette accepta sans l'ombre d'une hésitation. L'idée de tuer lentement l'homme qui l'avait asservi pendant tant d'années lui procurait une jouissance presque sensuelle. Elle commença dès le lendemain à incorporer le poison dans les repas de Malvoisin. Les premiers effets se manifestèrent au bout d'1 semaine. Nausées, crampes intestinales, fatigue anormale. Malvoisin attribua ces symptômes à la mauvaise qualité de la nourriture et au stress de sa nouvelle condition. Rosette feignait l'inquiétude, lui préparait des tisanes médicinales qui contenaient en réalité des doses supplémentaires de poison et suggérait de faire venir un médecin que, bien entendu, il n'avait pas les moyens de payer. Au bout d'1 mois, l'état de Malvoisin s'aggrava considérablement. Il maigrissait à vue d'œil, ses cheveux tombaient par poignées, sa peau prenait une teinte jaunâtre inquiétante. Des plaies apparurent sur ses bras et ses jambes, qui ne cicatrisaient pas malgré les soins rudimentaires. Il était pris de quintes de toux sanglantes qui le pliaient en deux, et ses nuits étaient hantées par des cauchemars où il revoyait les visages de Montclair et Dufresne. Pendant cette période d'empoisonnement progressif, les trois vengeurs ne restèrent pas inactifs. Ils orchestrèrent une campagne de désinformation destinée à ternir définitivement la réputation de Malvoisin dans tout l'archipel. Des témoins anonymes firent circuler des rumeurs sur d'anciens crimes du planteur, maltraitance d'esclaves, détournement de fonds publics, trafic en tout genre. Ces accusations, mélange de vérités et de mensonges, furent colportées dans les salons de Fort-Royal et jusqu'en métropole. Simultanément, Édouard Montclair fit pression sur les autorités coloniales pour qu'une enquête officieuse soit ouverte sur les activités passées de Malvoisin. Il corrompait des greffiers pour faire disparaître certains documents compromettants pour lui-même, tout en fabriquant d'autres qui accablaient sa victime. L'objectif était de créer un dossier si lourd que, même après la mort de Malvoisin, sa mémoire resterait à jamais souillée. Les jumeaux Dufresne, quant à eux, s'attachèrent à détruire les dernières relations sociales de leurs victimes. Ils répandirent le bruit que Malvoisin avait contracté une maladie vénérienne auprès de Rosette, que son mariage avec une esclave révélait des perversions sexuelles innommables, que sa déchéance physique était la punition divine de ses débauches. Ces calomnies, aussi grossières qu'efficaces, achevèrent d'isoler complètement l'ancien planteur. Mais c'est alors qu'un événement imprévu vint bouleverser le cours de la vengeance. Un matin de mars 1793, alors que Malvoisin gisait dans son lit, rongé par la fièvre et les douleurs, Rosette reçut la visite inattendue du père Augustin. Le vieux prêtre, rongé par les remords d'avoir célébré ce mariage contre nature,
venaient rendre visite aux époux maudits pour tenter d'apporter quelque réconfort spirituel à leur détresse. Il fut horrifié par l'état physique de Malvoisin et insista pour examiner la nourriture que préparait Rosette. Son expérience de missionnaire en Afrique lui avait appris à reconnaître les symptômes de certains empoisonnements. Le père Augustin remarqua immédiatement plusieurs indices troublants. La couleur anormale des préparations culinaires, l'odeur douceâtre qui émanait des tisanes, et surtout l'attitude équivoque de Rosette quand il posait des questions sur les remèdes qu'elle administrait à son époux. Sa formation en théologie lui avait également enseigné quelques rudiments de médecine, et il reconnut dans l'état de Malvoisin les signes classiques d'un empoisonnement lent par substance végétale. Confrontée aux soupçons du prêtre, Rosette commença par nier, puis, devant l'insistance du religieux, finit par avouer une partie de la vérité. Elle expliqua qu'elle donnait effectivement des médicaments à Malvoisin, mais qu'il s'agissait de remèdes traditionnels africains destinés à soulager ses souffrances. Le père Augustin ne fut pas dupe de cette explication et menaça d'alerter les autorités si Rosette ne lui révélait pas la vérité complète. C'est alors que, dans un moment de panique et de colère, Rosette explosa et révéla tout. Les vrais noms de leurs créanciers, leurs liens avec les anciens associés de Malvoisin, le poison, la vengeance minutieusement orchestrée depuis des années, et même l'emplacement approximatif des tombes de Montclair et Dufresne dans les anciens champs de Bel-Air. Le père Augustin fut saisi d'épouvante en comprenant l'ampleur du complot. Il se trouvait au cœur d'une machination diabolique qui impliquait des personnalités influentes des deux côtés de l'Atlantique. Mais plus encore, il réalisait qu'il avait été lui-même manipulé. Son mariage forcé entre Malvoisin et Rosette n'était pas le caprice d'un colon dégénéré, mais un élément calculé d'une vengeance d'une sophistication terrifiante. Le prêtre se retrouvait face à un dilemme moral insoluble. D'un côté, il ne pouvait laisser mourir un homme, même un pécheur, dans de telles conditions. De l'autre, il venait d'apprendre que ce même homme était un double assassin qui avait échappé à la justice humaine pendant près de 20 ans. La Providence elle-même semblait avoir choisi cette voie tortueuse pour punir Malvoisin de ses crimes. Après de longues heures de réflexion et de prière dans la petite chapelle de Saint-Christophe, le père Augustin prit une décision qui hanterait sa conscience jusqu'à sa mort. Il décida de révéler la vérité à Malvoisin lui-même, mais en lui laissant le choix de son destin. Le prêtre estimait que seul l'aveu sincère de ses crimes et le repentir authentique pourraient encore sauver l'âme du mourant. Par une nuit orageuse d'avril 1793, alors que les alizés faisaient gémir la toiture de paille de la case et que la pluie tropicale tambourinait sur les volets de bambou, le père Augustin s'approcha du lit où Malvoisin agonisait. L'ancien planteur n'était plus que l'ombre de lui-même, émacié, le regard fiévreux creusé par la souffrance, la peau marbrée de taches brunâtres. Il ressemblait davantage à un cadavre qu'à un homme vivant. Le prêtre lui révéla alors ce qu'il venait d'apprendre. Les identités véritables de ses créanciers, la nature du poison qui le tuait lentement, la vengeance minutieusement orchestrée par les fils de ses victimes. Il lui expliqua comment Édouard Montclair et les jumeaux Dufresne avaient passé des années à planifier sa destruction, comment ils avaient manipulé ses dettes de jeu, organisé sa ruine financière et finalement orchestré cette humiliation publique du mariage avec Rosette. Malvoisin écouta cette révélation avec un mélange de terreur et de soulagement. Terreur de découvrir l'ampleur de la machination dont il était victime, soulagement de comprendre enfin l'origine de ses malheurs, qui lui paraissaient jusqu'alors inexplicables. Pendant des mois, il avait attribué sa déchéance à une série de malchances extraordinaires, sans jamais soupçonner qu'elle était en réalité l'œuvre d'ennemis invisibles. « Ils savent donc tout », murmura-t-il d'une voix rauque. « Ils savent pour Montclair et Dufresne. Ils savent pour cette nuit d'octobre où j'ai... » Il ne put terminer sa phrase, mais le père Augustin comprit. Le prêtre confirma d'un hochement de tête silencieux. Puis il posa la question qui déterminerait le sort final de Malvoisin. Voulez-vous confesser vos crimes et mourir en paix avec Dieu, ou préférez-vous tenter d'échapper à cette vengeance au risque de damner votre âme pour l'éternité ?
Le père Augustin expliqua également à Malvoisin qu'il pouvait encore choisir de révéler publiquement les crimes de ses vengeurs, de dénoncer l'empoisonnement, de faire arrêter Rosette et ses complices. Mais ce faisant, il devrait aussi avouer ses propres crimes, car la vérité sur la vengeance entraînerait inéluctablement la révélation des meurtres qui l'avaient motivé. Malvoisin ferma les yeux et resta silencieux pendant de longues minutes, le souffle court et laborieux. Dans son esprit enfiévré défilaient les images de sa vie. L'arrivée aux Antilles, plein d'ambition et d'espoir, les premières années de labeur honnête, puis la tentation de l'argent facile, l'association avec Moncler et Dufresne, et enfin cette nuit maudite d'octobre où il avait franchi la ligne rouge de l'assassinat. Il repensa également aux 20 années qui avaient suivi, à cette prospérité construite sur le sang de ses associés, aux centaines d'esclaves qu'il avait maltraités, à sa femme et ses enfants qu'il avait perdus par sa propre faute. Sa vie n'avait été qu'une succession de crimes et de mensonges, une fuite en avant vers un abîme qu'il avait refusé de voir s'ouvrir sous ses pas. Le mourant réfléchit aussi aux conséquences de chaque choix qui s'offrait à lui. S'il dénonçait ses empoisonneurs, il pourrait peut-être sauver sa vie, mais il devrait alors affronter un procès pour double meurtre, la prison, l'échafaud, et surtout l'exposition publique de tous ses crimes. S'il gardait le silence et acceptait sa mort prochaine, il emporterait ses secrets dans la tombe, mais condamnerait Rosette et les 3 vengeurs à vivre avec le poids de leurs propres crimes. Il pensa à Rosette, cette femme qu'il avait humiliée pendant des années et qui était maintenant contrainte de devenir son bourreau. Il pensa aux fils de Moncler et Dufresne, qui avaient sacrifié leur jeunesse à la préparation de cette vengeance complexe. Il pensa au père Augustin, ce vieil homme de bien qui se trouvait malgré lui impliqué dans cette sombre affaire. Quand il rouvrit les yeux, son regard avait changé. La fièvre s'y mêlait désormais à une étrange sérénité, comme si la proximité de la mort avait enfin libéré en lui une parcelle d'humanité longtemps étouffée par l'avarice et l'orgueil. « Mon père, dit-il d'une voix à peine audible, je veux confesser mes péchés. Mais auparavant, je veux que justice soit rendue à ceux que j'ai tués et à ceux qui me tuent aujourd'hui. » Résolution, encerclement, version étendue. Ce que fit alors Antoine de Malvoisin durant les dernières semaines de sa vie dépassait tout ce que ses vengeurs avaient pu imaginer. Malgré son état de faiblesse extrême, il dicta au père Augustin une confession détaillée de ses crimes, indiquant avec précision l'emplacement des tombes de Moncler et Dufresne dans les anciens champs de canne de Bel-Air. Mais cette confession ne fut pas un simple aveu. Malvoisin y détailla également toutes les circonstances de ces meurtres, les motivations financières, la préméditation, la façon dont il avait fait disparaître les corps, et même la manière dont il avait répandu les rumeurs sur la prétendue fuite de ses associés. Il décrivit avec une précision clinique la nuit du 15 octobre 1775, n'omettant aucun détail de cette double exécution. Plus surprenant encore, il légua le peu de biens qui lui restait aux familles de ses victimes et demanda que son propre corps soit inhumé dans la même terre que celle de ses anciens associés, afin que nos âmes puissent peut-être trouver ensemble le chemin du pardon divin. Mais Malvoisin ne s'arrêta pas là. Dans un geste qui stupéfia le père Augustin, il rédigea également une lettre destinée à Édouard Moncler et aux jumeaux Dufresne. Dans cette missive, il reconnaissait la légitimité de leur quête de justice, saluait même la sophistication de leur vengeance et leur accordait publiquement son pardon pour l'empoisonnement dont il était victime. « Vous avez accompli ce que la justice des hommes n'a pas su faire, » écrivit-il de sa main tremblante. « Vous avez puni le coupable par là où il avait péché. Je vous remercie de m'avoir permis de mourir en comprenant enfin le poids de mes crimes. » Cette réaction inattendue troubla profondément les 3 vengeurs quand ils reçurent la lettre plusieurs semaines plus tard. Ils s'étaient préparés à savourer la mort de leur ennemi dans l'ignorance et la terreur. Au lieu de cela, Malvoisin transformait sa propre agonie en leçon de morale et de rédemption. Le père Augustin, quant à lui, se trouvait face à un dilemme encore plus complexe qu'auparavant.
La confession de Malvoisin le liait par le secret sacramentel, mais les informations sur l'emplacement des corps relevaient de la justice civile. Après de longues réflexions, il décida de transmettre discrètement ces informations aux autorités coloniales, sans révéler leurs sources. Une enquête officieuse fut ouverte par le gouverneur colonial, officiellement motivée par des rumeurs persistantes concernant la disparition de Montclair et Dufresne près de 20 ans plus tôt. Les fouilles dans les anciens champs de Bel-Air confirmèrent rapidement la véracité des indications de Malvoisin. Les corps furent exhumés et identifiés grâce aux objets personnels enterrés avec eux. La montre en or de Montclair, gravée aux armes de sa famille, et la bague de chevalière de Dufresne, ornée d'un rubis caractéristique. Cette découverte créa un scandale énorme dans la société coloniale. L'un des hommes les plus respectés de l'île se révélait être un double assassin, et sa chute spectaculaire prenait soudain une dimension tragique inattendue. Mais l'enquête révéla également des éléments troublants concernant les circonstances récentes de la vie de Malvoisin. Les enquêteurs découvrirent l'existence des mystérieux créanciers qui avaient organisé sa ruine, l'étrangeté de son mariage avec Rosette, et surtout l'état de santé inquiétant de l'ancien planteur. Un médecin militaire, appelé à examiner Malvoisin, diagnostiqua immédiatement un empoisonnement chronique. Rosette fut arrêtée et interrogée. Confrontée aux preuves, elle avoua rapidement l'empoisonnement, mais nia farouchement connaître l'identité de ses commanditaires. Elle prétendait avoir agi de sa propre initiative, par haine pour son ancien maître. Cette version, manifestement incomplète, ne convainquit personne, mais les enquêteurs ne parvinrent pas à lui faire révéler davantage. C'est alors que le père Augustin prit une décision qui allait changer le cours de l'affaire. Ne supportant plus le poids du secret et estimant que la justice divine s'était suffisamment exprimée, il révéla aux autorités l'existence de la confession de Malvoisin. Cette révélation, bien qu'elle violât techniquement le secret sacramentel, fut acceptée par l'Église compte tenu des circonstances exceptionnelles. La confession de Malvoisin fut lue publiquement lors d'une séance extraordinaire du Conseil colonial. L'assistance, composée de tous les notables de l'île, écouta dans un silence de mort le récit détaillé des crimes de l'ancien planteur. Mais ce qui frappa le plus les auditeurs fut le ton de repentir sincère qui transparaissait dans chaque ligne du document. Malvoisin y demandait pardon non seulement aux familles de ses victimes, mais aussi à tous ceux qui l'avaient lésé pendant sa vie. Ses esclaves maltraités, ses créanciers trompés, sa femme abandonnée, ses enfants déshonorés. Il exprimait également sa gratitude envers ceux qui l'avaient châtié, reconnaissant dans sa punition la main de la Providence. Cette lecture publique eut des conséquences inattendues. L'opinion coloniale, qui s'apprêtait à vouer Malvoisin aux gémonies, se trouva partagée entre l'horreur de ses crimes et l'admiration pour son repentir final. Certains y virent la preuve que même le plus endurci des criminels pouvait retrouver le chemin de la rédemption. D'autres dénoncèrent une manœuvre posthume destinée à sauver sa réputation. Édouard Montclair et les jumeaux Dufresne, informés par leurs correspondants de ces développements, éprouvèrent des sentiments contradictoires. D'un côté, ils avaient enfin obtenu la reconnaissance officielle des crimes commis contre leur père et la satisfaction de voir leur assassin mourir dans d'atroces souffrances. De l'autre, les derniers gestes de Malvoisin introduisaient dans leur vengeance une dimension de rédemption qu'ils n'avaient pas prévue. La lettre personnelle que leur avait adressée Malvoisin les troublait particulièrement. Comment haïr un homme qui reconnaissait publiquement leurs griefs et leur accordait son pardon? Comment savourer une vengeance que la victime elle-même approuvait et bénissait? Antoine Dufresne, le plus jeune des trois vengeurs, fut le premier à exprimer ses doutes. Avons-nous vraiment rendu justice, ou nous sommes-nous simplement abaissés à son niveau? Cette question ouvrit entre eux un débat moral qui durerait des années. Édouard Montclair, plus pragmatique, estimait qu'ils avaient accompli leur devoir filial et que la rédemption finale de Malvoisin, si elle était sincère, ne faisait que confirmer la justesse de leur action.
Philippe Dufresne, quant à lui, regrettait amèrement d'avoir poussé Rosette au crime et se reprochait d'avoir transformé une innocente en meurtrière. Rosette, quant à elle, fut profondément troublée par la transformation de son époux durant ces derniers jours. L'homme qui l'avait maltraitée pendant des années faisait preuve d'une humilité et d'un repentir qui la désorientait complètement. Elle avait commencé cette mascarade en savourant sa revanche et se retrouvait maintenant rongée par une culpabilité qu'elle ne s'expliquait pas. Dans ses derniers entretiens avec le père Augustin, Malvoisin exprima le souhait que Rosette soit pardonnée pour son rôle dans son empoisonnement. Il insista sur le fait qu'elle avait été manipulée et contrainte, qu'elle était davantage une victime qu'une complice. Cette intervention posthume contribua à l'indulgence du tribunal colonial qui condamna Rosette à seulement 5 années d'exil plutôt qu'à la mort. Antoine de Malvoisin rendit son dernier souffle le 15 mai 1793, par une matinée où les oiseaux chantaient dans les manguiers en fleurs et où la brise marine apportait les senteurs du large. Ses derniers mots furent pour demander pardon à Rosette, non seulement pour les humiliations qu'il lui avait fait subir, mais aussi pour l'avoir involontairement transformé en instrument de meurtre. « Nous avons tous été les jouets d'une justice plus grande que nous », murmura-t-il avant de fermer définitivement les yeux. « Puisse Dieu nous accorder à tous le repos que nous méritons. » Rosette pleura la mort de cet homme qu'elle avait haï si longtemps. Ses larmes n'étaient pas dues à l'affection, mais à la troublante complexité des sentiments humains face à la mort et au repentir. Elle quitta Saint-Christophe quelques semaines après les funérailles, emportant l'argent promis par les vengeurs, mais aussi le poids d'un secret qu'elle ne révélerait jamais entièrement. Les obsèques de Malvoisin furent étonnamment suivies. Malgré le scandale de ses crimes, sa confession publique et son repentir final avaient touché une partie de la population coloniale. Le père Augustin célébra une messe sobre mais digne, insistant sur les thèmes du pardon et de la rédemption. Le corps fut effectivement inhumé près de ceux de Montclair et Dufresne, dans un carré du cimetière de Saint-Christophe, qui devint rapidement un lieu de pèlerinage officieux. Les 3 vengeurs, Édouard Montclair et les jumeaux Dufresne, se retrouvèrent dans un salon parisien 6 mois après la mort de Malvoisin. Ils avaient obtenu ce qu'ils désiraient: la punition de l'assassin de leur père, la récupération d'une partie de l'héritage volé et la reconnaissance publique des crimes subis par leur famille. Mais cette victoire avait un goût amer. Nous avons passé la moitié de notre vie à préparer cette vengeance, constata Philippe Dufresne. Et maintenant qu'elle est accomplie, que nous reste-t-il? Cette question existentielle les hantrait jusqu'à la fin de leurs jours. Ils avaient orchestré l'une des vengeances les plus sophistiquées de l'histoire coloniale, transformant un criminel en victime et une victime en complice involontaire. Mais dans cette spirale de manipulation et de cruauté, avaient-ils préservé leur propre humanité? Les années qui suivirent furent difficiles pour les 3 hommes. Édouard Montclair sombra dans la mélancolie et l'alcool, hanté par l'image du Malvoisin repentant. Antoine Dufresne se retira des affaires et consacra sa fortune à des œuvres de charité, tentant ainsi de racheter sa participation au meurtre de Rosette. Philippe Dufresne, le plus fragile des 3, fit plusieurs tentatives de suicide avant de se retirer dans un monastère. Paradoxalement, leur vengeance réussie avait détruit leur capacité à jouir de la vie normale. Ils avaient obtenu justice, mais perdu leur paix intérieure. Le pardon accordé par leurs victimes, loin de les apaiser, avait rendu leur crime plus lourd à porter que s'ils avaient tué un homme qui les aurait maudits jusqu'au bout. L'affaire Malvoisin eut également des répercussions importantes sur la société coloniale des Antilles. Elle révéla l'existence de réseaux de corruption et de complicité qui s'étendaient jusqu'en métropole. Plusieurs personnalités furent contraintes de démissionner de leurs fonctions, et de nouvelles réglementations furent mises en place pour contrôler les activités financières des planteurs. Plus profondément, cette histoire remit en question certaines certitudes sur la justice et la vengeance. Les débats dans les salons parisiens et les gazettes de l'époque portèrent longuement sur la légitimité de la vengeance privée face aux défaillances de la justice officielle. Certains philosophes y virent une illustration des théories sur la justice naturelle, d'autres dénoncèrent la barbarie des mœurs coloniales.
Les archives de Saint-Christophe conservent encore aujourd'hui les traces de cette extraordinaire affaire. L'acte de mariage scandaleux entre Antoine de Malvoisin et Rosette, les rapports d'enquête sur la découverte des corps de Montclerc et Dufresne, la confession manuscrite dictée au père Augustin, et même quelques lettres échangées entre les protagonistes. Ces documents, consultables par les chercheurs, révèlent une vérité plus complexe et plus troublante que ne le suggèrent les récits populaires. La confession manuscrite de Malvoisin, en particulier, frappe par sa sincérité apparente. Rédigée d'une écriture tremblante mais ferme, elle révèle les dernières pensées d'un homme confronté à l'imminence de sa mort et au poids de ses crimes. Chaque page témoigne d'une lucidité douloureuse sur les mécanismes de la chute morale et sur les conséquences en cascade des actes criminels. Mais certaines questions demeurent sans réponse et continuent d'intriguer les historiens. Le poison administré par Rosette était-il vraiment la cause unique de la mort de Malvoisin? N'était-ce pas plutôt le poids de la culpabilité, l'effondrement psychologique, la destruction systématique de tout ce qui donnait sens à sa vie qui avait eu raison de lui? Et surtout, cette vengeance exemplaire a-t-elle vraiment apaisé la souffrance des familles endeuillées? Ou n'a-t-elle fait que perpétuer un cycle de violence et de haine? Le médecin militaire qui examina Malvoisin peu avant sa mort nota dans son rapport que l'état du patient semblait résulter autant d'un épuisement moral que des effets du poison. L'homme qu'il avait devant lui paraissait avoir renoncé à vivre bien avant que les substances toxiques n'aient pu causer des dommages irréversibles. Cette observation médicale ajoute une dimension supplémentaire au mystère. Malvoisin est-il mort empoisonné? Ou s'est-il laissé mourir de remords? L'histoire de la plantation Bel Air ne s'arrête pas avec la mort de Malvoisin. Les nouveaux propriétaires, des négociants bordelais qui avaient racheté le domaine lors de la liquidation des dettes, rapportèrent bientôt des phénomènes étranges qui alimentèrent les superstitions locales. Les esclaves refusaient de travailler dans certaines parcelles, prétendant entendre des gémissements sortir de la terre. Les champs où avaient été enterrés Montclerc et Dufresne ne produisaient plus que des cannes rachitiques, comme si le sol lui-même portait la mémoire des crimes commis. Plus troublant encore, plusieurs contremaîtres rapportèrent que leurs outils se brisaient inexplicablement dans ces zones, que les bœufs refusaient d'y tirer les charrettes, et que les chiens domestiques fuyaient en gémissant quand on tentait de les y emmener. Ces phénomènes, bien qu'ils puissent s'expliquer rationnellement par l'état psychologique des travailleurs et la suggestion collective, contribuèrent à créer une atmosphère de malaise qui persista pendant des années. Les nouveaux maîtres de Bel Air finirent par abandonner l'exploitation des parcelles maudites et les transformèrent en pâturages. Mais même le bétail semblait éviter ces terrains, préférant brouter dans des zones plus éloignées, malgré l'herbe moins abondante. Cette réaction animale, difficile à expliquer par la seule superstition, intrigua longtemps les observateurs. En 1805, soit 12 ans après la mort de Malvoisin, un événement extraordinaire vint relancer l'intérêt pour cette affaire. Lors de travaux d'agrandissement du cimetière de Saint-Christophe, les fossoyeurs découvrirent que les 3 tombes, celle de Malvoisin et celle de ses victimes, présentaient une particularité troublante. Les cercueils semblaient s'être rapprochés les uns des autres, comme si les corps avaient bougé sous terre. Cette découverte, rapportée par le nouveau curé de la paroisse, fut immédiatement interprétée par la population locale comme un signe de réconciliation posthume entre l'assassin et ses victimes. Les autorités religieuses tentèrent de donner une explication rationnelle. Affaissement du terrain, pourrissement inégal du bois, mouvement dus aux intempéries. Mais aucune de ces hypothèses ne parvenait à expliquer complètement le phénomène observé. Plus intriguant encore, les témoins de l'exhumation notèrent que les restes de Malvoisin présentaient un état de conservation remarquable pour un corps enterré depuis plus d'une décennie. Ses vêtements, bien que décolorés, étaient encore reconnaissables, et ses traits, quoique momifiés, conservaient une expression de paix troublante. Les corps de Montclerc et Dufresne, en revanche, s'étaient décomposés normalement.
Ces observations alimentèrent de nombreuses spéculations sur le sens à donner à cette conservation inhabituelle. Certains y virent la preuve que Dieu avait accepté le repentir sincère de Malvoisin. D'autres, plus sceptiques, évoquèrent les propriétés conservatrices du poison qui l'avait tué. Les médecins de l'époque penchèrent pour cette seconde explication, certaines substances toxiques étant connues pour ralentir la putréfaction. Plusieurs témoins affirmèrent également avoir aperçu lors des nuits sans lune qui suivirent cette exhumation des silhouettes errantes dans le cimetière de Saint-Christophe. Ces apparitions, décrites de manière remarquablement cohérente par des personnes qui ne s'étaient pas concertées, prenaient toujours la même forme. 3 hommes en habits européens du XVIIIe siècle, se dirigeant lentement vers la section du cimetière où reposaient Malvoisin et ses victimes. L'une de ces apparitions fut même rapportée par le père Jérôme, successeur du père Augustin, homme réputé pour sa sobriété et son scepticisme envers les phénomènes surnaturels. Selon son témoignage consigné dans les registres paroissiaux, il aurait vu 3 formes humaines, d'une pâleur lunaire, se tenant par la main et avançant d'un pas lent vers les tombes de la section orientale. Quand il s'approcha pour mieux voir, les silhouettes se seraient volatilisées instantanément. D'autres témoins juraient avoir aperçu une silhouette corpulente se promenant entre les cases abandonnées de l'ancienne plantation. Celle de Rosette, disaient les uns, revenue hanter les lieux de son étrange mariage. Cette figure fantomatique portait toujours la même robe blanche déchirée et semblait chercher quelque chose ou quelqu'un dans les ruines de Bel Air. Ces récits, colportés de génération en génération par les familles créoles, témoignent de l'impact durable qu'eut cette affaire sur l'imaginaire collectif des Antilles. L'histoire d'Antoine de Malvoisin devint une légende noire, un conte moral sur les dangers de l'avarice et sur l'inéluctabilité de la justice divine. Mais elle illustrait aussi la complexité troublante des rapports entre justice et vengeance, entre crime et châtiment, entre damnation et rédemption. Les descendants des protagonistes gardèrent longtemps le silence sur cette affaire familiale. Il fallut attendre le milieu du XIXe siècle pour que certains documents privés soient rendus publics, révélant des détails inédits sur la préparation de la vengeance et sur ses conséquences psychologiques pour ses auteurs. Parmi ces documents figure une correspondance échangée entre les 3 vengeurs dans les années qui suivirent la mort de Malvoisin. Ces lettres révèlent des hommes rongés par le doute et la culpabilité, incapables de jouir pleinement de leur victoire. Édouard Moncler y avoue faire régulièrement des cauchemars où Malvoisin lui apparaît non pas en ennemi, mais en père bienveillant qui le met en garde contre les dangers de la haine. Les jumeaux Dufresne expriment leur regret d'avoir impliqué Rosette dans leur machination et leur angoisse de savoir qu'elle porte à vie le poids d'un meurtre qu'elle n'avait pas initialement souhaité commettre. Une lettre particulièrement troublante, datée de 1802 et signée de Philippe Dufresne, contient ce passage révélateur. « Mon cher Édouard, je ne parviens plus à dormir sans revoir le visage de Malvoisin tel qu'il était dans ces derniers jours. Non pas le visage de l'assassin que nous avons châtié, mais celui du pénitent qui nous a pardonné. Comment un homme peut-il nous pardonner de l'avoir tué ? Comment pouvons-nous vivre avec un pardon que nous ne méritons pas ? Cette correspondance privée révèle une vérité psychologique que les documents officiels ne laissaient pas soupçonner. Les 3 vengeurs avaient été profondément marqués par la réaction finale de leurs victimes. Au lieu de la satisfaction attendue, ils éprouvaient un mélange de culpabilité, de confusion morale et de respect involontaire pour l'homme qu'ils avaient détruit. Un autre document, découvert dans les archives familiales des Moncler au début du XXe siècle, jette un éclairage troublant sur les motivations profondes de la vengeance. Il s'agit d'un journal intime tenu par Édouard Moncler pendant les années de préparation du complot. Ce journal révèle que la vengeance était devenue pour lui une véritable obsession, qui avait progressivement pris le contrôle de toute sa vie. « Je ne vis plus que pour ce moment où Malvoisin comprendra ce que nous avons enduré », écrit-il en 1787. Mais parfois, dans mes moments de lucidité, je me demande si cette quête ne m'a pas déjà détruit autant que je souhaite le détruire. Ai-je encore une existence propre, ou ne suis-je devenu que l'instrument de ma propre vengeance ? Plus loin, il note
Nous préparons la ruine d'un homme avec une minutie qui confine à l'art. Mais que restera-t-il de nous quand cette œuvre sera achevée? Quand on a consacré 20 ans de sa vie à détruire quelqu'un, que fait-on des 20 années suivantes? Ces interrogations prophétiques se révélèrent malheureusement exactes. Les 3 vengeurs ne survécurent pas psychologiquement à l'accomplissement de leur œuvre. Ils avaient préparé la mort de Malvoisin avec une perfection diabolique, mais ils n'avaient pas anticipé l'impact que cette mort aurait sur eux-mêmes. Le dossier médical d'Édouard Monclerc, conservé dans les archives de l'Hôtel-Dieu de Paris, révèle qu'il fut interné à plusieurs reprises pour des accès de mélancolie aiguë accompagnés d'hallucinations auditives. Il entendait, selon les rapports médicaux, la voix de Malvoisin qui lui récitait des passages de l'Évangile sur le pardon des offenses. Ces crises devinrent si fréquentes qu'il dut être placé sous tutelle familiale en 1810. Antoine Dufresne, après avoir dilapidé sa fortune en œuvres charitables, termina sa vie dans un hospice de Marseille, rongé par ce que les médecins de l'époque appelaient la maladie du scrupule. Il passait ses journées à confesser obsessionnellement des péchés imaginaires et refusait toute nourriture par crainte d'empoisonner involontairement ses voisins de dortoir. Philippe Dufresne, le plus jeune et le plus fragile des 3, connut le sort le plus tragique. Après plusieurs tentatives de suicide, il se retira effectivement dans l'abbaye de Solesmes, où il tenta de trouver la paix dans une vie de pénitence et de prière. Mais même la vie monastique ne parvint pas à apaiser ses tourments. Il mourut en 1815, officiellement de consomption, mais ses frères en religion rapportèrent qu'il répétait sans cesse dans son délire « Nous aurions dû lui laisser une chance de se repentir vivant ». Ces destins tragiques donnent une dimension nouvelle à l'affaire Malvoisin. Ils suggèrent que la vengeance, même parfaitement exécutée et moralement justifiée, peut détruire ses auteurs autant que sa victime. Les 3 hommes avaient obtenu justice, mais à un prix psychologique qu'ils n'avaient pas anticipé. Rosette, quant à elle, disparut complètement des archives après son départ de Saint-Christophe. Certains témoignages la situent à la Nouvelle-Orléans, où elle aurait ouvert une petite auberge fréquentée par les gens de couleur libre. D'autres l'auraient vue à Saint-Domingue, avant la Révolution haïtienne, tenant un commerce d'épices et de remèdes traditionnels. Mais aucune de ces informations n'a pu être vérifiée avec certitude. Ce qui est sûr, c'est qu'elle changea d'identité et ne révéla jamais publiquement son rôle dans l'affaire Malvoisin. Les rares personnes qui prétendent l'avoir rencontrée dans ces dernières années décrivent une femme vieillie prématurément, parlant peu et semblant porter un lourd secret. Elle serait morte vers 1820, sans descendance connue, emportant dans la tombe les derniers détails de cette extraordinaire vengeance. CTA finale intégrée naturellement. Mais la véritable question, celle qui continue de troubler les historiens qui étudient cette période, reste entière. Cette extraordinaire vengeance a-t-elle vraiment eu lieu telle qu'elle est rapportée dans les archives coloniales? Ou s'agit-il d'une reconstruction a posteriori, d'une version romancée d'événements plus prosaïques? Les documents existent, les témoignages concordent, mais l'ensemble paraît si parfaitement orchestré qu'il confine à l'invraisemblable. Certains chercheurs contemporains émettent l'hypothèse que cette histoire pourrait être en partie légendaire, née de la fusion de plusieurs affaires réelles survenues à des époques différentes. La sophistication du plan de vengeance, la coïncidence troublante entre les noms des vengeurs et ceux des victimes originelles, la perfection presque théâtrale du dénouement, tous ces éléments soulèvent des questions sur l'authenticité du récit traditionnel. D'autres historiens, au contraire, soulignent la cohérence documentaire de l'affaire et la multiplicité des sources qui la corroborent. Ils rappellent que la société coloniale du XVIIIe siècle était suffisamment fermée et interconnectée pour permettre de telles machinations, et que les enjeux financiers en présence justifiaient largement les efforts déployés par les vengeurs. Un élément particulièrement troublant dans cette affaire est la précision quasi-chirurgicale avec laquelle chaque élément du plan s'est déroulé. Comme si les 3 vengeurs avaient bénéficié d'une prescience surnaturelle sur les réactions de leurs victimes.
Cette perfection même soulève des doutes sur la véracité du récit tel qu'il nous est parvenu. Pourtant, les Archives nationales conservent un dossier complet sur cette affaire, comprenant non seulement les documents officiels, mais aussi des pièces privées, découvertes ultérieurement. L'ensemble forme un corpus documentaire impressionnant, difficile à contester sur le plan historique. Mais faut-il pour autant accepter sans réserve une histoire qui défie la vraisemblance par sa perfection même? Vous qui nous avez écoutés jusqu'au bout, qu'en pensez-vous? Cette histoire vous semble-t-elle authentique ou trop belle pour être vraie? Dites-nous en commentaire ce que vous croyez vraiment. Justice divine, vengeance humaine trop parfaite ou mélange de vérité historique et de légendes populaires? N'hésitez pas à vous abonner pour découvrir d'autres mystères enfouis dans les archives de l'histoire. Et partagez cette vidéo avec tous ceux qui, comme vous, sont fascinés par les zones d'ombre du passé. Car après tout, la frontière entre l'histoire et la légende est parfois si ténue qu'elle nous oblige à nous demander « et si tout cela était vrai ?»